à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité, fidèle ami internaute friand de ce programme télé sur ESAE TV. Je reçois ce dimanche Eugène Dosoumou, il est secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, il est conseiller au Conseil économique et social, il est ancien secrétaire général du gouvernement, ancien président de l'autorité de régulation des marchés publics, il fut également sous-préfet de Savalou et de Savet. Bonjour à vous Eugène Dosoumou. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment. Avec vous, ce matin, nous parlerons de l'actualité politique au Bloc républicain et également de l'actualité politique nationale. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous comment se porte le Bloc républicain aujourd'hui? Le Bloc républicain se porte très bien. Mais d'après ce qu'on lit dans la presse, on a comme l'impression qu'il y a des malaises, qu'il y a des frustrations qui sont contenues par endroits. Oui, bon, c'est ce que la presse dit. Mais nous, même qui sommes dedans, nous savons qu'il y a plus de bruit que de la réalité à l'intérieur du parti. C'est vrai que ces derniers temps, il y a une actualité concernant le parti. Je crois que c'est à cela que vous voulez faire allusion. Rachid Goudamassi, puisque vous êtes secrétaire administratif permanent, c'est ce que cette lettre a pris par vous. La lettre que le député Rachid Goudamassi a adressée au secrétaire général national Ablaye Biotchane sur l'état du parti. Vous savez, chacun dans le parti appréhende la vie du parti tel qu'il conçoit. Figurez-vous que le député Goudamassi avait été lui-même chef de parti. Il gérait certainement son parti d'une certaine façon. Il veut que le BR soit géré de cette façon-là, alors que ce n'est plus le même contexte, ce n'est pas le même parti, ce ne sont pas les mêmes militants. Donc, il a dit certaines choses. Je crois que dans tous les cas, ça a créé beaucoup de polémiques, ça a secoué un peu le parti au point où le parti a couru un peu le risque d'une fraction. Vous avez dû lire dans les réseaux sociaux certains qui disent je suis ABT, je suis BR, d'autres qui disent je suis Goudamassi, je suis BR, oui, alors que le parti n'est attaché à la personne d'une seule personne. Le parti, c'est un ensemble. Figurez-vous que le BR a été créé avec plus de 70 partis politiques à l'époque. Près de 200 associations en ce moment-là. Du coup, c'est chacun de ces partis et de ces associations qui ont décidé de s'aliéner pour créer ce qu'on appelle le parti Bloc républicain aujourd'hui. Donc, moi, j'ai trouvé que l'exercice n'était pas le bienvenu. C'est vrai que lorsqu'il y a un problème au sein de la famille, il faut prendre toutes les mesures pour régler le problème au sein de la famille et non dans les réseaux sociaux. Déjà, celui qui a mis le problème sur les réseaux sociaux a déjà commis d'erreurs. C'est à nous de savoir corriger
ces erreurs-là. Et je crois que les personnes les plus avisées, d'un niveau bien élevé que le mien, ont déjà pris le problème à bras le corps et que bientôt... Est-ce qu'il y a un problème véritablement? Le problème, c'est lequel? Je ne peux pas vous dire qu'il y a un problème véritablement. Moi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de ce que... Mais oui? À partir du moment où le député Gbadamassi et avec lui un groupe de militants estiment qu'il y a problème, on ne peut pas du coup balayer d'un revers de la main l'existence de problème. Eux, dès lors qu'ils disent qu'il y a problème, il s'agira de les écouter et de savoir de quel type de problème il s'agit et dans la mesure du possible apporter des corrections à ce qu'ils disent. Si réellement les problèmes existent. Vous me comprenez? Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème avec la gouvernance de Abdoulaye Biya Tchani? Comme je vous dis, le parti... Ou ils en veulent simplement à Abdoulaye Biya Tchani personnellement ou... Je ne sais pas s'ils en veulent à Abdoulaye Biya Tchani, mais ce que je vous dis, c'est que le parti n'est pas dirigé par une seule personne. Certes, le secrétariat général national est assuré aujourd'hui par son Excellence le ministre d'État Abdoulaye Biya Tchani, mais autour de lui, il y a ce que nous appelons le présidium, composé de 3 personnes. Puis, il y a le bureau politique et il y a le bureau exécutif national. Toutes ces instances-là sont composées d'un certain nombre de personnes. Et lorsqu'il y a des problèmes, on les expose à ces différentes instances qui opinent, dont les membres opinent. Donc, du coup, on ne peut pas dire c'est la gouvernance d'une personne qui est mise en cause ou pas. S'il y a remise en cause, c'est certainement une remise en cause de la gouvernance de ces instances-là. Voilà. Il y a une remise en cause de la gouvernance de ces instances-là. Donc vous estimez que le Bloc républicain doit aller à un règlement de ces instances-là ou il faut aller en discuter du mode de gouvernance? C'est au sein de ces instances qu'il faut se réunir pour trouver solution aux problèmes, si le problème existe. Si le problème existe. Mais vous, en tant que militant, quelle est votre appréciation de la gestion du parti depuis sa création à ce jour? Je crois que nous évoluons comme suivant nos tests et que le fonctionnement, nul n'est parfait. Rien en ce monde n'est parfait. Il y a certainement des choses à corriger, mais pour l'essentiel, je crois que ce que nous faisons répond à nos tests fondamentaux. Ce que nous faisons se fait avec, comment dirais-je, avec les instances qui doivent faire les choses. Avec les instances qui doivent faire les choses. Alors, depuis quelques jours, l'opinion est secouée par cette guéguerre entre Janvier Yawédéou et Hervé Rékhomé, notamment au sujet du poste de titulaire de la 24e circonscription électorale. Alors, est-ce que cela n'est pas l'expression également de notre malaise au niveau du Bloc républicain? Je vais peut-être revenir sur le problème. Ce n'est pas au niveau du titulaire. Le titulaire est connu. Il a été positionné titulaire, tête de liste, c'est le ministre Hervé Rékhomé. Tout à fait, oui. Et Janvier Yawédéou, son suppléant. À ce niveau, Janvier Yawédéou, son suppléant, Tout merci. à fait. À ce niveau, il n'y a aucun problème. Ils sont allés aux élections dans cette position et ils sont revenus élus. C'est-à-dire que Hervé Rékhomé est élu, du coup, son suppléant aussi. Alors, il y a une disposition de la loi qui dit que lorsque vous êtes appelé à des fonctions incompatibles avec l'exercice de votre mandat de député, eh bien, vous démissionnez. Et lorsque vous quittez cette fonction incompatible, vous demandez à ce qu'on mette fin à votre suppléance. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème qui s'est posé, c'est que c'est la première fois
qu'on est dans cet exercice-là. Et ça a été très bien que l'arbitre du jeu, la Cour constitutionnelle, soit saisie pour dire clairement ce qu'on doit entendre par cette disposition. Tenez-vous tranquille, parce que dès que le problème s'est posé, vous avez suivi chacun aller de ses interprétations du dispositif légal. Celui qui doit dire comment ça doit s'appliquer, c'est la Cour constitutionnelle. Et je crois que elle a dit, si j'ai bien suivi l'actualité, hier elle a dû trancher et le parti Bloc républicain ne fera que prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle. Il ne fera que prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle. Mais est-ce qu'avec cette disposition, est-ce que ça ne prend pas les suppléants comme des pantins, c'est-à-dire des personnes qui sont là, qui doivent assurer la suppléance, tout ceci au gré des humeurs du titulaire? Non, vous savez, la loi, c'est la loi. Il n'est pas de ma vocation, ici, sur ce plateau, de commenter les dispositions de la loi. Je crois que ceux qui ont voté la loi, oui. Janvier, il y avait dit où il était, de ceux qui ont voté la loi. Et Khékoumé avait commencé par siéger à la 8e législature avant de laisser place à son suppléant d'alors. Donc, il ne m'appartient pas ici. Oui. Je n'ai pas les prérogatives ou bien les attributions. Oui, mais en tant que citoyen, en tant qu'acteur politique, tout à l'heure dans votre présentation, j'avais rappelé que vous étiez sous-préfet de Saint-Valois-de-Savès, c'est-à-dire que vous êtes en politique, ce n'est pas une décennie. Ça, c'est vrai. Du coup, oui. Ça, c'est vrai. En tant qu'acteur politique, quels sont les enjeux, les implications politiques de cette disposition de la loi? Même à ces titres-là, à ces différents titres que j'ai occupés, que vous venez de rappeler, je suis tenu à des prérogatives. Je suis tenu à des obligations. Chacun dans le pays, chaque institution, chaque organe a ses attributions. Et je dis, moi, en tant que secrétaire administratif permanent du Parti Bloc républicain, il n'est pas de ma vocation de commenter les dispositions de la loi. La loi, elle s'applique à tout le monde. La loi s'applique à tout le monde. Alors, la dernière fois, j'avais reçu, pour être plus précis, un membre du bureau politique du parti politique, Bloc républicain, qui estimait que si le parti arrive quand même à aller aux échéances, parce que depuis que les échéances existent, vous n'avez pas encore remporté une échéance, et donc lui, il estime, il impute cette responsabilité-là aux dirigeants du parti politique. Peut-être vous en faites partie aujourd'hui également, et donc il estime qu'il faut aller à un nettoyage complet pour raviver la flamme des militants à la base. C'est son opinion. On en prend acte. C'est son opinion, vous en prenez acte. Oui. Alors, Eugène Dossoumou, parlons toujours de l'actualité au Bloc républicain, avec ce que nous constatons là, qui oppose Éric Romain à Janvier Yaoudéou. Alors, est-ce qu'à dire que désormais, les autres députés qui sont au Parlement, qui ne sont que des suppléants qui ont été investis députés, doivent s'inquiéter ou prier pour que le ministre quitte jamais le gouvernement? Absolument. Absolument. C'est ce qu'il y a lieu de faire. À tout moment, si vous êtes suppléant d'un ministre qui est au gouvernement et qu'il vient pour... Non, d'accord, lui, on le débarque du gouvernement, peut-être parce qu'il a commis une faute. Dès qu'il est débarqué du gouvernement, si tant est qu'il veut repartir à l'Assemblée nationale, nul ne peut l'empêcher de demander à mettre fin à sa suppléance. C'est la loi qui lui en donne le droit. Mais est-ce que vous ne voyez pas que cette loi regorge un peu certaines subtilités et imperfections, parce que lorsque, par exemple, le ministre serait, je donne une supposition par exemple, à la veille, lorsque le ministre est débarqué du gouvernement parce qu'il a des soupçons qui pèsent contre lui et qu'il va au Parlement pour recouvrir une immunité parlementaire, par exemple, est-ce que vous ne voyez pas que... En tant que ministre, il a une immunité aussi. Oui, mais quand il quitte le gouvernement? Même quand il quitte le gouvernement, il n'y a pas de souci. Si tant est qu'il veut repartir à l'Assemblée nationale, il ira à l'Assemblée nationale. Figurez-vous que ce que nous faisons ici, c'est certes la première fois que nous le faisons au Bénin. Mais le Bénin a pris exemple sur d'autres constitutions. Si vous prenez le cas de la France, tout ministre qui est débarqué du gouvernement, tout ministre qui avait été élu député
et qui est débarqué du gouvernement est fondé à mettre fin à sa suppléance pour reprendre son siège à l'Assemblée nationale. Ça ne pose aucun problème. Le jour où il va perdre ces différentes immunités, bon, si on veut le poursuivre, on pourra le poursuivre. Alors, on a comme l'impression qu'au Bloc républicain, comme vous le dites, tout le monde parle avec beaucoup de prudence. On a comme l'impression qu'il y a un malaise. Et ce malaise-là est couvert et on ne voit pas en jeu les enjeux de 2026 qui pointent à l'orée. Voilà. Pourquoi vous voulez voir un malaise au sein du Parti Bloc républicain? Puisqu'on entend des militants qui opinent, des membres du bureau politique qui opinent, de part et d'autre, on entend des opinions qui se prononcent, qui dénoncent une gouvernance à tort et ou à raison peut-être. Je ne vois pas une seule maison dans laquelle on va dire tout est parfait. Tout à fait. N'est-ce pas? Que ce soit le Bloc républicain ou un autre parti, il y a toujours des petits malentendus. N'est-ce pas? Cela ne crée pas forcément un malaise dans la mesure où nous continuons de nous parler, on continue de s'entendre. Même le député Rachid Ibadamassi et le secrétaire général national Ablaye Biotchane, ils se parlent. Ils se parlent. L'erreur qui a été commise, alors que la correspondance devrait être entre ces deux personnalités, ces deux éminentes personnalités du Parti Bloc républicain, on ne sait pas quelle maladresse une lettre qui est censée être confidentielle s'est retrouvée dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et c'est ça qui a donné libre cours à toutes les interprétations que vous voyez. Sinon, c'est quelque chose que entre eux deux, ils peuvent régler à l'insu même de la plupart des membres du parti. Alors, vous qui travaillez aux côtés du ministre d'État Ablaye Biotchane, dans la gestion du parti politique Bloc républicain, vous êtes le secrétaire administratif permanent. Alors, dites-nous, quelle est votre opinion de la gouvernance ABT? Qu'est-ce que vous pensez de l'homme sur le plan politique? Parce que ses qualités hors politique ne sont plus à démontrer, d'ailleurs. Je crois que je vous ai suffisamment parlé de comment le parti fonctionne. Oui. Je vous ai dit que, certes, il est la tête, je veux parler du ministre d'État, il est la tête, mais il ne gère pas seul. Et que s'il y a responsabilité à imputer, c'est aux organes, aux instances dirigeantes du parti qu'il faut imputer la responsabilité. Écoutez, s'il y a problème, il est normal qu'on vise d'abord les premiers responsables. Puisque si c'était également des succès, c'est à eux qu'on va attribuer les lauriers. Ils peuvent être responsables sans être coupables. Il faut être responsable sans être coupable. Ouais. Alors, est-ce que déjà, au sein de ce parti politique, c'est vrai que cette question est assez précoce, est-ce que déjà en cette année, en 2023, le Bloc républicain prépare progressivement 2026, le virage là? Bien évidemment. Chacun affûte ses armes, et nous aussi. Vous aussi. Ouais. Donc, on peut espérer que peut-être que le Bloc républicain aura son candidat. Pourquoi pas? Nous avons eu notre candidat la dernière fois, à la personne du président Patrice Talon. Du président Patrice Talon. Oui. Bon, nous aurons notre candidat aussi la prochaine fois. Vous aurez votre candidat la prochaine fois. Oui. Alors, est-ce qu'il y a de l'engouement face à cette ambition-là d'être candidaté? Bien sûr. Puisque vous êtes le secrétaire la vocation d'un parti politique. C'est les documents administratifs à transmettre. La vocation d'un parti politique, oui, c'est de conquérir et d'exercer le pouvoir. Oui. C'est notre vocation. C'est votre vocation. Alors, Eugène Dossoumo, nous parlons toujours politique notamment. Alors, l'animation de la vie politique aujourd'hui, avec l'entrée en jeu des démocrates, quel regard vous portez dessus? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et vous me permettez d'ailleurs de saisir l'occasion pour opiner sur la rencontre que l'opposition, enfin, l'honorable Oundété, Éric Oundété, président du parti Les Démocrates, président du parti Les Démocrates, a eu avec le président Patrice Talon. Je voudrais en fait saluer l'initiative et saluer les deux personnalités qui
ont décidé de se rencontrer pour parler de la nation. En fait, d'opposition, c'est des divergences de points de vue sur la façon de gérer l'État, en fait, qui opposent les uns et les autres. Sinon, l'objectif de tout bon fils de la nation, c'est de travailler au développement de sa nation, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Si, en tant que père de la nation, le chef de l'État se dit, ne prenez pas père de la nation en termes de timonie nationale ou en termes de populisme comme ce fut dans les années 60 et autres. Et je veux parler de père de la nation en tant que bon père de famille qui, au sein de sa famille, compte plusieurs catégories d'enfants, des garçons comme des filles, des plus obéissants comme des plus récalcitrants. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. À partir de cet instant, lui, en tant que père, qu'est-ce qu'il a à faire? Il ne va pas se contenter de dire « Ah, voilà, certains de mes enfants à qui je parle et dès que je parle, ils obéissent. Je ne parlerai qu'à ceux-là. Et les autres qui pensent que je n'ai pas toujours raison quand je parle, je vais les mettre de côté. » Donc, je pense que le chef de l'État, dans cette circonstance-là, a bien joué son rôle de père de famille. Mais il ne faut pas également occulter comment dirais-je, le rôle de l'honorable Ondete, qui lui aussi a accepté d'aller vers le chef de l'État pour parler avec lui de comment lui perçoit la gouvernance de la nation. Il peut avoir raison sur certains points. Ce n'est pas parce qu'il est de l'opposition qu'il n'a pas, sur tout ce qu'il a dit, on va balayer ça d'un revers de la main. Il peut avoir raison. Et dans ce qu'il dit, il revient au père de la nation, au père de la famille, de voir dans ce que ce fils lui a dit, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont dû lui échapper? Si oui, bon, il faut qu'il en tienne compte. S'il y a des choses que le fils a dû avancer parce qu'il n'a pas compris certaines choses, c'est au père de lui expliquer, ah, ce problème tel que tu le perçois, c'est parce que tu ne connais pas si et ça. Et moi, je pense que c'est heureux. Vous pensez que c'est heureux. Alors, en dehors de les démocrates, vous avez également la participation de l'Union progressiste également. Oui. Qui est construit comme votre frère jumeau. Oui, voilà. Alors, maintenant, c'est le cessez-le-feu ou bien ça continue toujours de s'affronter? Il n'y a jamais eu de guerre entre nous, que je sache. Il n'y a jamais eu de guerre entre l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain, que je sache. Mais écoutez, j'ai pris l'image d'une maison tout à l'heure pour dire qu'il y a un père de famille, n'est-ce pas, qui a 2 enfants et qu'il envoie cultiver son champ. Ce qui est sûr, chacun veut avoir les félicitations du père, oui ou non? Tout à fait. Donc, chacun va, il travaille, et pendant qu'il travaille, l'un ne veut pas que l'autre ait de laurier du père de la famille. C'est en ces termes que cela se pose. Ce n'est jamais en termes de guerre, d'affrontement, même avec l'opposition. Et on ne sait pas affronter. Je crois que notre pays, le Bénin, a dépassé cette étape aujourd'hui et c'est quand même heureux qu'on en soit là. L'autre chose que je voudrais ajouter très rapidement, c'est que durant les dernières législatives, il y a un fait qui est passé rapidement et dont beaucoup ne parlent pas. C'est que les 3 élections antérieures ont connu, soit avant, soit pendant, soit après, des scènes de violence dans certaines localités de notre pays. Mais lors de la dernière élection législative,
c'est un bonheur de constater que ni avant, ni pendant, ni après, on a enregistré des scènes de violence. Ne voyez-vous déjà pas une certaine avancée? Et là, moi, je constate que... Savait aujourd'hui a retrouvé le calme, c'est ça? Absolument. Non seulement Savait, mais Cotonou aussi. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais les violences sont parties de Cotonou. N'est-ce pas? Vous n'oubliez pas Kadiam, non? Tout à fait. Bon, voilà. Donc, il y a Cotonou, il y a Savait, il y a Bantay, il y a Parakou, il y a d'autres localités. On ne peut pas les citer de façon exhaustive. Mais le constat, pendant les dernières élections législatives, est que nulle part sur l'ensemble du territoire national, on a enregistré des scènes de violence. Cela montre que, les populations ont commencé par véritablement internaliser et s'approprier les réformes politiques et institutionnelles et qui ont été initiées par le chef de l'État. C'est quand même à son actif. Et c'est l'occasion également de saluer tous les efforts que le gouvernement a dû déployer. La société civile, ça on n'en parle pas beaucoup, la société civile également a joué son rôle. Il faut saluer tout ce beau monde-là qui a travaillé pour que les dernières élections législatives se soient passées sans heurts, sans violence. Sans violence. Vous approuvez sans faille, vous êtes un soutien définitif de la gouvernance du président Patrice Talon. Absolument. Vous êtes conseiller au CES, déjà d'entre nous, dites-nous de façon sommaire et expéditive, comment se porte aujourd'hui le CES? Le CES également se porte bien. Quelle est votre mission? Entre autres institutions de la République, le CES fonctionne correctement. Vous n'avez pas appris qu'il y ait des difficultés au sein du CES. Tout va bien. Tout va bien. Alors, en tant qu'ancien sous-préfet de Savalou et de Savait, la réforme de la décentralisation a été effective, elle est en train d'être éprouvée de part et d'autre. Quel est votre regard sur l'expérimentation de cette réforme-là? Tout ce qui se passe à partir de ces réformes-là, moi je trouve que c'est inhérent à toute réforme. On a parlé des réformes politiques tout à l'heure. Oui. Et vous avez vu que pendant un certain nombre d'élections, il y a l'expression d'une certaine résistance. Mais progressivement, si vous prenez depuis 2019, 2020, 2021, 2023, vous constatez que progressivement, le peuple est en train de s'approprier les réformes en cours et s'adapte au nouveau contexte créé par ces réformes. Donc, de la même façon, pour ce qui concerne la réforme sur la décentralisation, je crois que on était parti sur un certain pied, où le maire était considéré même comme le président de la commune. De la commune. Et en tant que tel, il gouvernait conséquemment. Il gouvernait conséquemment, il y avait un certain nombre de prérogatives dont il jouissait. Mais en tant qu'élu politique, il y avait des choses pour lesquelles on a interpellé certains maires, au point même de les assigner en justice. Les affaires domaniales, la gouvernance des fonds, un certain nombre de choses. Les fonds FADEC surtout. Fonds FADEC et même d'autres fonds. Il y a des reproches que l'État fait, il y a des reproches que les administrés, les populations même font. Donc, pour les mettre à l'abri de tout ça, la réforme actuelle portée par la nouvelle loi sur la gouvernance territoriale, je dis que le législateur a été suffisamment intelligent pour séparer les fonctions politiques des fonctions administratives afin de mettre à l'abri, n'est-ce pas, ceux qui exercent les fonctions politiques, de les mettre à l'abri
des ennuis judiciaires, de certains ennuis. Et ces ennuis pour lesquels les politiques sont mis à l'abri, la responsabilité incombe désormais aux administratifs, notamment les secrétaires exécutifs qui sont des ordonnateurs du budget. Ceux-là, c'est des techniciens, c'est des administratifs purs et durs, si je puis ainsi m'exprimer, et qui ont des obligations. Sinon, tel que ça se passait, si ça devrait continuer, vous voyez que les populations vont perdre confiance aux hommes politiques, si ce n'est déjà pas le cas. Vous voyez, donc, voilà donc pour vous, sur l'objectif de la réforme. Cette réforme a apporté une plus-value. Absolument. Ça a apporté une plus-value, mais on ne peut pas se dire que ça va passer comme une lettre à la poste. Il y aura des résistances. Dans ces résistances-là, il peut y avoir des vérités. Récemment, moi j'ai encore parcouru le pays grâce au CS qui a dépêché une mission sur le terrain où on a parlé d'intercommunalité. Sans vouloir livrer des secrets ici, je peux dire qu'à ce niveau, rien que pour prendre cet exemple de l'intercommunalité, il y a quelques petits soucis aujourd'hui. Entre les associations créées spontanément par les communes et qui fonctionnent bien, et les EPCI, les établissements publics d'intercommunalité créés par la loi, il y a des problèmes. Savez-vous qu'à ce jour, aucun EPCI n'a pu voir concrètement le jour et travailler comme tel. Tandis que les associations, que les maires se sont entendus pour créer de façon spontanée, fonctionnent à merveille. Mais ces associations fonctionnent sans véritablement l'appui de l'État. Et pour cause, parce que ces associations doivent remplir certaines formalités prévues par la loi qu'elles n'ont pas pu encore régler. Bref, pour ne pas livrer tout le contenu de la mission que j'ai effectuée, c'est pour vous dire que à ce niveau déjà, il peut y avoir certaines résistances. À ce niveau, il peut y avoir certaines résistances. Et l'État est obligé de voir dans la réforme cet aspect des choses pour corriger des choses à corriger dans la réforme. Corriger là. Pour permettre quand même à la décentralisation de se porter mieux dans notre pays. De se porter mieux dans notre pays. Tout à l'heure, vous avez dit que le Bloc républicain, à votre niveau, préparait de façon intelligente en sourdine 2026, mais Eugène Dossoumour prit un titre personnel. De façon intelligente, pas en sourdine. Nous faisons notre chose dans le cadre du parti. Oui. Rien ne se cache. Mais quelle est la plus grande espérance de Eugène Dossoumour pour 2026 pour le Bénin? Il n'y a que le candidat du Parti Bloc républicain gagne les élections. Mais il y a également une polémique qui a été lancée et qui continue de défrayer la chronique, notamment le 3e mandat. Ne nous l'aurons pas appelé un chat un chat. Il y a des militants, des partisans du président Patrice Talon qui déjà souhaitent un 3e mandat parce qu'ils estiment, eux, que le chef d'État est unique en son genre et il a réalisé des œuvres titanesques et que si la personne habilité ne vient pas réellement pour le remplacer, donc ce serait un recul pour le pays. Le 3e mandat, vous en pensez quoi? Et que pensez-vous de cette opinion de certains de vos concitoyens? Je crois que ce débat est même un parti d'une émission animée dans vos studios ici. Tout à fait. Et à laquelle l'invité est un des membres du bureau politique du Parti Bloc républicain. J'ai nommé Maître Jacques Migan. Jacques Migan, qui
avec qui nous gérons le parti. Vous savez, je vais dire 2 ou 3 choses. La première chose, qu'est-ce que dit la loi? Nul n'est au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que dit la loi? La Constitution dans notre pays a prévu certaines options qui sont dites options fondamentales issues de la Conférence nationale de 1990. Et c'est des options dont les Béninois sont particulièrement jaloux. Alors, ces options sont consignées dans la Constitution. Et entre autres options fondamentales, il y a la limitation des mandats et la limitation d'âge pour exercer les fonctions de président de la République. C'est bien consigné dans notre Constitution. La deuxième chose que je voudrais dire, sur la question, le président Talon est revenu plusieurs fois. Et quand je le suis, il est resté cohérent et constant dans tout ce qu'il a toujours dit. Mais il y en a qui ont écoutez, même RFI, je crois RFI et France 24 l'ont interviewé. Et à l'insistance même d'un des journalistes, je crois que c'est Boisbouvier, ça a failli agacer un peu le président de la République, mais qui a donné rendez-vous pour 2026. Pour 2026. Et il a souhaité que Dieu nous prête vie pour que nous assistions. Et il a ajouté, il a déjà connu 3 prédécesseurs qui ont respecté l'alternance. Est-ce qu'on le voit, lui, en train de remettre en cause tout ce qui a déjà été acquis par le peuple béninois à ce jour? Bon, bref, pour ma part, la Constitution a déjà tranché la question. Pour ma part, le président Talon est resté constant et cohérent. Et a vidé cette question également. Et a vidé cette question. À mon sens, maintenant, dès lors que c'est prévu dans la Constitution, ça devient un fait de droit. Vous savez que Jacques Migan, c'est un juriste de haut niveau. Le droit évolue lorsque on remet en cause ce qui est acquis ou ce qui est semblé comme acquis. C'est comme ça que la science évolue d'ailleurs. La science et le droit aussi. Donc, en tant que praticien du droit et en tant qu'intellectuel, il a posé un débat. Figurez-vous que le bâtonnier Jacques Migan, ce n'est pas sa première fois qu'il pose le problème. Il avait été conseiller technique juridique du président Mathieu Kérékou, rappelez-vous. Et vers la fin du mandat du président Kérékou, je crois que c'était à son 2e mandat, 2006, il était l'un, Jacques Migan, je vais dire, était l'un avec un de ses collègues, puis à son âme, Maître Mokotan, qui était également conseiller technique juridique du chef de l'État à l'époque, du président Kérékou à l'époque. Ils avaient animé un débat comme ça sur la question du 3e mandat. C'est comme ça que moi, je comprends un peu la façon dont il a posé le problème du 3e mandat. Peut-être on peut lui en vouloir d'avoir focalisé la question sur la personne du président Talon qui est déjà passé à autre chose, à mon sens. Mais le débat intellectuel instauré par Jacques Migan vaut la peine d'être mené. Est-ce que c'est profitable pour notre pays? Je ne cite pas un président particulièrement. Est-ce que c'est profitable pour notre pays qu'un président qui a travaillé et que, enfin,
son zèle est reconnu, son amour pour le pays est reconnu. Il a donné la preuve de son affection pour le pays et de sa capacité à travailler pour le bien-être, des citoyens. Donc la population elle-même peut le demander. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de proposer encore sa candidature? Ça, c'est des réflexions à mener. De toute façon, vous savez que rien n'est acquis définitivement. Hein. Vous savez que depuis 1975, notre pays est devenu République populaire du Bénin et puis à l'occasion de la conférence nationale est devenu République du Bénin. Vous savez que malgré ça, il y a une frange de la population béninoise qui continue, nostalgique peut-être de l'histoire de notre pays, qui pense qu'il faut revenir au Dahomey. Ça, c'est des débats d'intellectuels. Bon, moi, j'ai été surpris de toute la polémique qui est née de ça et tout ce qu'on dit contre le collègue Jacques Migan. Moi, je pense qu'il faut lui reconnaître quand même que c'est un intellectuel. Un intellectuel appelé à poser des questions concernant la société dans laquelle il vit. Pour qu'il ait posé ça, moi, je ne vois pas en quoi il a tort. Peut-être, je dis peut-être, ce sur quoi on peut lui en vouloir, c'est de vouloir focaliser ça sur la personne du président Talon, comme il l'avait fait dans le temps sur la personne de Mathieu Kérékou, avec son collègue Mokotan de regretter mémoire. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de ces militants et militantes du Bloc républicain qui sont apeurés par les récentes actualités de cette formation politique et qui souhaitent avoir un message rempli d'espérance et d'avenir. Mon appel à tous les militants du parti Bloc républicain, c'est que le parti doit être un et indivisible et chacun de nous doit travailler pour les velléités tendant à s'identifier à un responsable ou à un autre ne sont pas des tendances qui construisent une maison. Une maison, c'est tout le monde qui contribue à la bâtir. Et il faut éviter, absolument éviter qu'il y a des fissures dans les murs, de peur que des animaux indésirables n'entrent dans la maison par ces fissures-là et donner le coup de grâce à la maison. J'ai de bons espoirs pour le parti, le Bloc républicain. Mon espoir se fonde surtout sur les options déjà faites par le parti, à savoir compter sur sa jeunesse et compter sur les femmes, deux couches qui sont véritablement importantes aux yeux du parti Bloc républicain. Et je suis sûr que je ne me trompe pas et l'avenir appartient au parti Bloc républicain. Merci à vous, Eugène Dosoumou. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que le secrétaire administratif permanent de la dite formation politique, celle du Cheval Blanc Cabré, a fait savoir qu'il y a eu plus de peur que de mal, qu'il y a eu plus de bruit que ce qui est en phase avec la réalité. Il a eu à argumenter dans ce sens. Il a fait savoir que le parti politique Bloc républicain est impersonnel. Il a également défendu cette opinion. Il a fait savoir que Rachidi Badamassi et un groupe de militants estiment qu'il y a un problème. En temps venu, ils seront écoutés et véritablement les instants dirigeants du parti politique et notamment l'ensemble du parti politique évaluera véritablement si les causes de ce problème sont véritablement fondées. Il n'y a pas de maison au sein de laquelle tout est parfait, a également lancé sur ce plateau le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain. Pour lui et selon ses informations, Rachid Badamassi et Abdoulaye Biotchané se parlent et donc pour lui, il n'y a pas péril en la demeure. Abdoulaye Biotchané ne gère pas seul le parti politique Bloc républicain et donc pour lui,
s'il y a une responsabilité à imputer de mauvaise gouvernance, il faut que cela soit imputé à toutes les instances dirigeantes de la dite formation politique. Il a eu, au cours de son intervention, apprécié la rencontre qu'il y a eu entre le président Patrice Talon et le président du Parti politique Les Démocrates. Pour lui, cela dénote de la vitalité de notre démocratie et il s'est réjoui également de ce que le calme soit revenu à Savet lors des élections législatives passées. En fin d'émission, il a eu à émettre quelques commentaires sur les réformes politiques et celle de la décentralisation qu'il approuve d'ailleurs, car pour lui, si nous observons des quelques couacs, cela est dû aux résistances face aux changements qu'imposent ces réformes. J'espère qu'il a été fidèle. Fidèle, mais je ne me suis pas réjoui de la paix revenue qu'à Savet seulement. C'est sur l'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national, véritablement, vous avez évoqué également le cas de Cotonou. Est revenu. Il y a Cotonou, il y a Savet, il y a Parakou, il y a partout. Un peu partout dans le pays. Nulle part dans le pays, on a enregistré des cas enfin, on a enregistré des scènes de violence et c'est à saluer. C'est sur l'ensemble du territoire national et non pas à Savet seul. Et non pas à Savet seul. Merci à vous, Eugène Dosmou. Merci à vous, chers amis internautes. C'était l'invité de ce dimanche. Merci pour l'attention. On se retrouve demain lundi pour Free Matin.